Productions, les podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Cette 3e saison a démarré par des épisodes qui m'ont valu de très beaux témoignages de votre part. Des exemples de plaisirs indispensables, des histoires mettant en lumière l'intelligence collective et des récits de partage absolument bouleversants. Je suis toujours profondément émue lorsque ma parole ouvre un espace à la vôtre, lorsque ma réflexion, mon vécu, ma transmission, aussi modeste soit-il, provoque tellement de ricochets que des vagues de dialogue semblent inarrêtables. Alors s'il y a bien une chose que je sais, que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est que les autres sont loin d'être l'enfer et au contraire relèvent bien souvent du paradis. Mais pourtant, avouons-le, malgré l'amour, l'affection, la convivialité et la sympathie, il nous est tous arrivé d'être exaspérés par autrui. Par nos voisins, par des inconnus dans la rue, par nos proches, par nos collègues, par cet autre qui n'en a jamais fini d'être autre. Alors, est-ce à dire que nous sommes condamnés à souffrir de sa présence? Quel rapport existe-t-il entre moi et autrui? C'est à la passionnante question de l'altérité que je vous invite à réfléchir aujourd'hui. Observez un instant les individus que vous avez autour de vous au moment où je prononce ces mots. Peut-être que ce sont des inconnus dans le métro, des promeneurs que vous apercevez au loin, ou peut-être est-ce qu'il s'agit simplement des personnes qui travaillent avec vous ou qui vivent chez vous, des colocataires, des enfants, des conjoints, des parents. Mais quel que soit le degré de relation, si l'on s'arrête un instant sur eux, une sensation bizarre nous envahit, presque vertigineuse. Que font-ils? Qui sont-ils? C'est peut-être précisément ici, dans ce singulier vertige, que l'on fait l'expérience d'autrui. L'expérience de l'altérité. Autrui est un drôle de terme. On le saisit, mais il n'est pas si commun. Pour être précis, autrui désigne une autre conscience que la mienne. C'est un peu différent de l'expression « l'autre » qui peut renvoyer à une chose ou à un animal. Autrui, en revanche, n'est pas un dieu, n'est pas un animal, n'est pas un objet inanimé. Autrui désigne un individu, un autre humain, mais un individu indéterminé. Ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon amoureux. C'est la personne, l'autre conscience, en face de moi. L'autre soi-même, l'alter ego, autrui, c'est donc un autre moi qui est à la fois mon semblable et pourtant différent de moi. Autrui, c'est donc cet autre sujet, cette autre conscience qui existe dans le monde comme toutes les autres choses et qui pourtant n'est pas un simple objet.
Et oui, je ne peux pas ranger autrui dans ma commode, comme je le ferais simplement avec un pull ou avec n'importe quel objet autour de moi. Autrui est un sujet à part entière. Il vit, il pense, il bouge, il mange. Mais il reste objet pour ma conscience, qui le saisit. Un drôle d'objet. Voilà déjà posé l'épineux problème initial. Dans cette ambiguïté entre sujet, je ne peux pas en faire ce que je veux, et objet, je le vois à distance tel quel, eh bien, c'est ici que se jouent toutes les difficultés de la relation. Qui ne s'est pas déjà demandé si on connaissait vraiment nos proches? Qui n'a pas déjà surpris, même chez un ami de 20 ans, une réaction si étrange qu'elle fait douter sur la compréhension qu'on en a? Qui n'a pas déjà été interloqué par la remarque d'un collègue avec qui pourtant on déjeune tous les midis? Je ne sais pas vous, mais moi oui. Et ce décalage témoigne justement de nos méandres du jour, entre sujet et objet. Si je vous demande qu'est-ce que connaître autrui, eh bien finalement, il y a 2 réponses possibles. Premièrement, il y a une connaissance extérieure, qui correspond à ce qu'autrui me donne à voir de lui. C'est-à-dire ses aspects physiques, ses hobbies, son humour, sa démarche, ses tenues vestimentaires, ses blagues plus ou moins bonnes. Bref, tout ce qu'il montre. De l'autre côté, il y a une connaissance intérieure, correspondant à la conscience d'autrui, à ce qu'il se passe dans sa tête. Or, même si cela est franchement agaçant, avouons-le, force est de constater que nous n'avons accès qu'à une connaissance extérieure d'autrui. On aura beau demander 20 fois « Dis, tu penses à quoi ?» On ne le saura jamais complètement. Dans ses pensées, Blaise Pascal insiste fortement sur cette idée plutôt dérangeante. Il explique que même dans le cadre de l'amour, l'homme n'aime jamais d'autrui que ses qualités extérieures. Alors attention, ce n'est pas une question de beauté. C'est plutôt qu'on aime parce qu'on a des qualités physiques et morales qui nous apparaissent sous nos yeux. Selon Pascal, il serait absolument absurde de prétendre aimer une âme de manière abstraite, indépendamment de ses qualités. Tout ce à quoi nous avons accès, même dans l'amour d'autrui, est à l'extérieur. Notre connaissance est donc limitée à ce qu'il veut bien nous montrer. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Notre cher René Descartes va lui aussi s'engouffrer dans cette voie. Selon lui, l'homme ne peut donc connaître que sa seule existence, car il n'a pas de preuve de la conscience d'autrui. En effet, imaginons qu'une personne, vous par exemple, se poste à une fenêtre et qu'elle regarde les passants dans la rue. Rien ne lui assure qu'il s'agit bien là d'autres consciences. Elle peut tout aussi bien imaginer qu'il ne s'agit que de mannequins. Bon, alors certes, c'est un peu curieux, mais vous saisissez le principe. Pour Descartes, on peut mettre en doute l'existence d'autrui, au même titre que toutes les réalités extérieures à nous-mêmes, c'est-à-dire toutes celles comprises par nos sens. La remarque est célèbre, mais la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on existe. Pour le reste, rien n'est gagné. Alors, est-ce que vous percevez autrement les personnes qui se trouvent à côté de vous? Cela dit, Descartes va émettre une petite réserve, qui va nous sortir de cette situation curieuse où nous pensons être entourés de mannequins. Si je ne peux pas saisir de façon immédiate l'existence d'autrui, il y a tout de même des preuves indirectes qui me montrent qu'il ne s'agit pas de personnages inanimés, mais bien de sujets pensants. C'est quand autrui se met à me parler. Alors oui, bien sûr, un automate pourrait parler, mais je ne crois pas qu'il dépasserait le stade du perroquet, qui est pour Descartes une machine parlante. Et même si aujourd'hui l'intelligence artificielle met à mal ces analyses,
Descartes nous donne tout de même une bonne piste. Le langage humain nous permet de nous connaître et de connaître autrui dans la mesure où il traduit notre pensée. La communication est certes quelque chose d'extérieur, mais elle est indispensable dans nos rapports. Déjà que je ne peux pas avoir accès à la conscience intérieure d'autrui, si en plus il ne me parle pas, autant dire qu'on est vite dans une impasse. Husserl ajoute une remarque assez précieuse, qui agrandit un peu le propos de Descartes. Autrui nous donne accès à lui, pas seulement par la parole, mais aussi à travers son corps, par ses mouvements, par ses gestes. Je constate l'existence d'une vie psychique, similaire à la mienne. La comparaison du corps d'autrui et du mien me permet donc d'affirmer qu'en lui, comme en moi, il y a une vie consciente. Et en ce sens, on peut, par une attention au corps d'autrui, par une attention à toutes ses expressions, accéder à des manifestations de sa conscience. Si je vois un sourire se dessiner sur des lèvres, ou des larmes couler sur les joues, alors je comprends que l'autre a des émotions, que l'autre, même si je n'ai pas tout à fait accès à sa conscience intérieure, est en train de traverser quelque chose, heureux ou malheureux. Donc certes, Pascal a sans doute raison. On ne connaît pas autrui directement, on ne peut pas prétendre le connaître tout à fait. Mais il n'en reste pas moins que l'autre semble nécessaire à mon existence en tant qu'être humain. Car finalement, on a tous en tête l'image d'un Robinson Crusoe, seul sur une île déserte, dans l'absence totale d'autrui et de ce qui en découle, c'est-à-dire l'altérité. Robinson Crusoe est la figure type de l'homme qui est condamné à la solitude. Et si parfois, reconnaissons-le, l'image nous fait un peu fantasmer, quand on aimerait être tranquille, quand on se sent un peu oppressé par les autres, eh bien quand on la décortique un peu, on s'aperçoit l'angoisse qu'elle véhicule. Est-ce que Robinson Crusoe est heureux ? Eh bien non, je ne crois pas. Dans Vendredi, ou Les Limbes du Pacifique, Michel Tournier propose une relecture de ce personnage mythique. Il y décrit la déchéance de Robinson, qui d'abord s'impose un code de loi, comme s'il vivait en société, puis se conduit comme un animal, et qui finit même par se végétaliser en fusionnant avec l'île, pour finalement se pétrifier. Et son dernier désir sera le moment où le soleil le baigne de ses rayons. Robinson Crusoe, durablement privé de son semblable, durablement privé d'autrui, finit par n'être plus un homme. Nous avons besoin d'autrui, non seulement pour subvenir à nos besoins premiers, mais aussi pour développer nos facultés intellectuelles, comme le langage, le savoir, la connaissance, et aussi nos facultés affectives. Cette fois-ci, c'est Aristote qui souligne d'ailleurs cette nécessité pour l'homme de vivre entouré de ses semblables. Il le dit au début de son œuvre, La Politique. L'homme est par nature un être politique, c'est-à-dire un être qui vit parmi ses semblables, à l'intérieur d'une cité. Ainsi, celui qui vit isolé est soit un être humain dégradé, comme Robinson, soit un surhomme, c'est-à-dire un dieu. Donc, en somme, je ne suis peut-être pas certain qu'autrui existe, je ne peux certes pas le connaître complètement, mais je ne peux pas vivre sans lui. Nous voilà bien. La présence d'autrui se révèle indispensable pour nous construire. Son regard, c'est-à-dire l'image que l'autre me renvoie de moi-même, est nécessaire pour la conscience de soi, pour la connaissance de soi. La manière dont nous nous regardons les uns les autres est fondamentale. Comme le souligne notamment Jean-Paul Sartre, autrui est en quelque sorte un miroir. Il joue un rôle de miroir pour la conscience. Dans L'existentialisme est un humanisme, il écrit « Pour obtenir une vérité quelconque sur moi, il faut
que je passe par l'autre. En fait, dans cette perspective, c'est juste l'idée que nos proches sont bien entendu des figures privilégiées de connaissance de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'ami, par exemple, joue un rôle décisif. Quand il est bienveillant à notre égard, il est celui qui, parce qu'il nous connaît parfaitement, du moins extérieurement, nous aide à mieux nous connaître. Il nous encourage, il nous soutient, il nous aiguille, il nous fait oser. Là où on aurait tendance à reculer en doutant de nos capacités. Le regard de l'autre devient ici un tremplin. Bon, sauf que Sartre anticipe une objection que vous aviez peut-être déjà en tête. La relation à autrui n'est pas toujours vécue sur le mode du tremplin ou de l'apaisement. Ni avec nos proches, ni avec le type qui nous a bousculés dans une queue ce matin. Régulièrement, le rapport à autrui ne prend pas la forme d'encouragement ou la forme de soutien, mais bien souvent, peut-être bien trop souvent, la forme d'une lutte ou d'un conflit. On s'insulte, on se cherche, on se juge, on se moque. Sartre détaille de façon très aiguisée ce qui se passe dans ces circonstances. Il écrit ceci. « Ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre. Et la honte est, comme la fierté, l'appréhension de moi-même comme nature. » Ce que Sartre désigne comme une chute, c'est le moment où la personne en face de nous se met dans la posture de l'observateur comme pour nous scruter. Et finalement, que ce regard soit sévère ou doux, il nous met mal à l'aise. On se retrouve sous les projecteurs, comme si on était juste une cible à commentaires. Et franchement, ce n'est pas très agréable. Cette difficulté dans le rapport à l'autre s'explique en partie par le fait qu'autrui, en me regardant ainsi, fait de moi justement un objet et oublie que je suis un sujet. Rappelez-vous de notre distinction de départ. Si autrui me considère comme un objet, c'est un peu comme si il niait ma liberté, comme s'il m'ôtait ma singularité, comme si il préférait me figer dans une image. Cette dimension d'être pour autrui est donc un peu négative. L'autre, c'est celui pour qui je suis un objet, celui qui peut me chosifier. Et dès lors, je me fonds dans l'image qu'il a de moi. Alors oui, l'enfer, c'est les autres. Mais c'est peut-être aussi le paradis, s'il a une bonne image de moi. Et c'est assez paralysant comme perspective. N'y a-t-il pas une autre alternative que d'être soumis, positivement ou négativement, au regard d'autrui ? Pour y répondre, tournons-nous vers Maurice Merleau-Ponty. Pour Merleau-Ponty, c'est le dialogue avec l'autre qui me permet de sortir de cet enfermement. Et nous revenons encore une fois au langage, comme avec Descartes. Autrui est bien celui qui, habitant le même monde que moi, le voit et le vit différemment. Et par le dialogue, l'autre arrête d'être un objet et redevient un sujet capable de me communiquer son expérience du monde, et par là même, enrichir la mienne. C'est dans le dialogue que le monde prend son épaisseur. Le dialogue devient une forme essentielle du rapport à autrui. Il me fait accéder à un univers de sens qui n'est pas le mien, mais qu'il m'est possible de comprendre. Et c'est ici qu'il y a rencontre. C'est lorsque je me tourne vers l'autre afin de communiquer avec lui que je fais l'expérience de son altérité. Mais cette expérience n'est pas nécessairement vécue comme un traumatisme. L'apparition de l'autre ne signifie pas toujours qu'il me vole ma liberté comme le prétend Sartre, mais elle est plutôt, pour Merleau-Ponty, une expérience heureuse. Celle de la reconnaissance d'un autre qui est pourtant semblable à moi. Soudain, par la parole, les frontières s'estompent. Notre engagement pour ne pas subir autrui consiste donc à communiquer. Communiquer en acceptant cette étrangeté. Mais il m'est impossible, même si nous avons bien avancé,
de conclure une réflexion sur autrui et sur l'altérité sans évoquer le philosophe Emmanuel Lévinas. Car Lévinas fait d'autrui le point de départ de toute sa philosophie morale. Tout au long de son œuvre, Lévinas tire un même fil, un concept incontournable dans son travail, celui de l'autre. Et le mot souligne ici notre radicale différence. Il choisit justement le terme l'autre. L'autre, celui dont on n'arrive pas à deviner les pensées. L'autre qui nous énerve parce qu'il nous échappe. L'autre qu'on adore détester, qu'on adore critiquer, qu'on adore contredire. Bref, celui qui est différent de nous, comme nous venons de le voir. Cet autre nous est parfois insupportable. Il ne réagit jamais comme on le souhaiterait. Il n'a pas les mêmes goûts. Il nous semble étrange aussi bien qu'étranger. Et pourtant, c'est bien ceci le plus surprenant. C'est que tout de même, on cherche sans cesse sa présence. Nous sommes fascinés par l'autre. Et c'est bien pour ça qu'on en parle, c'est bien pour ça qu'on le regarde, c'est bien pour ça qu'on le cherche. Et plutôt que l'indifférence, qui serait une réponse efficace à notre agacement, on réclame au contraire qu'il ne soit jamais loin. On veut à tout prix saisir son fonctionnement. On rôde, on tourne autour et on relève des indices sur sa personne avec une précision toujours plus grande. C'est parce que l'autre n'a rien à voir avec nous qu'il est passionnant. Et au fond, c'est pour cela qu'il donne un sens à notre propre vie. C'est justement parce que le regarder provoque des réactions parfois épidermiques dans notre corps et dans notre esprit qu'il est si essentiel. On ne comprend pas l'autre, c'est vrai, mais on apprend à nous connaître en le regardant, en constatant ce qui chez lui nous fait réagir. Chez Lévinas, ce n'est pas comme chez Sartre, où l'on attend son jugement. Ici, au contraire, notre « je » se dessine librement, à travers le visage de l'autre, les yeux, la parole, de cet étranger dont le comportement nous intrigue. Finalement, c'est en observant autrui que je deviens moi-même. Pour Lévinas, je est un autre. C'est-à-dire que si nous étions tout seuls, on gagnerait certes en tranquillité, mais nous n'aurions pas la chance d'évoluer, de réfléchir, de nous dépasser. Et au bout du compte, autrui nous passionne tellement qu'on est prêt à mettre notre énervement de côté pour prendre soin de lui. Comme si, justement, sa différence faisait jaillir en nous une incroyable sympathie et un sentiment de responsabilité. En somme, comme le souligne Lévinas, une éthique. Car une fois qu'on a rencontré autrui, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. On s'en inquiète, on s'en soucie, on en prend soin, on envoie un message. La rencontre est l'aventure par laquelle le sujet sort de lui-même pour revenir à lui. Revenir agrandi, troublé, ou au moins en partie, autre, en tout cas transformé. La rencontre est la découverte d'un autre que nous laissons exister en tant qu'autre et dont l'existence nous réjouit en tant que telle, dont la différence nous fascine pour elle-même, dont la singularité se pose dans l'absolu. Rencontrer l'autre, voir l'aimer, ce serait alors le laisser être ce qu'il est, ne rien lui demander d'autre et se réjouir de la réalité de son existence. Peu importe les crises, peu importe les vagues, l'exigence est la même. Se présenter à l'autre comme étant là pour lui, même dans la symétrie, même si parfois on a vraiment l'impression qu'on n'est pas récompensé pour cela. Quelle aventure que de vivre, travailler, rire, manger avec autrui. Quel mystère, quelle énigme que ces individus autour de nous. Mais aussi, quel cadeau, lorsque la rencontre a lieu, lorsque le dialogue, lorsque nos étrangetés se confrontent, lorsque le paradis laisse place à l'enfer. Avant de vous laisser observer et dialoguer avec les autres autour de vous, je vous quitte avec ces quelques mots de Lévinas.
Si j'ai changé en te rencontrant, c'est que j'ai rencontré l'altérité en toi, mais aussi en moi. Avant de te rencontrer, je ne savais pas que tu existais. Je ne savais pas non plus qu'existait en moi cette part de moi. Tu m'as appris qu'il n'était pas trop tard en moi pour cette part de moi. 1000 excuses pour ce podcast un peu plus long que d'habitude, mais disons que les autres en valent la chandelle. Je vous souhaite une magnifique journée de rencontres et d'altérité. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.